Bonjour à tous. Il me fait grandement plaisir de me joindre à vous aujourd'hui dans le cadre du Congrès 2021 pour une éducation physique de qualité. Je me nomme Jonathan Chevrier, je suis professeur adjoint à l'Université Laval et je suis également directeur du LUNEPS, qui est un laboratoire sur l'usage du numérique en EPS. Et il me fait grandement plaisir aujourd'hui de m'adresser à vous avec cette présentation qui traite de l'avenir, des enjeux qui sont liés à l'usage du numérique en EPS. Et je tiens à souligner l'apport quand même considérable de M. Joël Boutillette, qui est conseiller pédagogique au récit dans le cadre de cette présentation. Donc aujourd'hui, je me joins à vous, puis la question qu'il faut se poser, puis j'ai envie de la poser à Joël, en fait, c'est pourquoi discuter du numérique en EPS? Pourquoi, Joël, c'est si important? Salut Jonathan. Salut! J'espère que tu vas bien. Bien, merci, toi? Oui, merci. C'est drôle que tu me poses cette question-là ce matin parce que justement, je suis dans un document, mais c'est le cas de le dire, sur le numérique en EPS que je prépare avec mes collègues Diane et François. Et peut-être pour répondre à ta question, je vais m'attarder sur les référentiels et les encadrements. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est quoi ces documents-là? Il y en a un, c'est un référentiel pour tous les enseignants. J'insiste sur le mot enseignant, en fait, parce que parfois j'entends éducateur, éducatrice physique, mais on est des enseignants en éducation physique et à la santé. Et dans le référentiel, on trouve 13 compétences, dont la compétence 12, qui est une compétence transversale, qui est mobiliser le numérique. Qu'est-ce qu'on entend par compétence transversale, en fait? C'est qu'on devrait l'avoir à l'intérieur des autres compétences. Donc, mobiliser le numérique pour planifier les situations d'enseignement et d'apprentissage, pour évaluer les apprentissages, pour mieux gérer le fonctionnement du groupe classe, etc. Donc, ça, c'est une des premières raisons. L'autre raison, c'est qu'il y a un cadre de référence de la compétence numérique, avec ces 3 grandes orientations, qui est de soutenir le développement des compétences numériques, mais pas juste des élèves, des étudiants et bien sûr des adultes, des enseignants. Et l'orientation 2, c'est exploiter le numérique comme une valeur ajoutée. Donc, c'est quoi la plus-value de l'utilisation du numérique? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça donne? Puis l'orientation 3, c'est de créer un environnement propice au déploiement du numérique dans l'ensemble du système éducatif. Donc, c'est le cadre de référence de la compétence numérique, mais avec ses 12 grandes dimensions. Donc, on peut en voir le numérique pour l'apprentissage, le numérique pour collaborer, pour communiquer, pour produire du contenu, donc, etc. Ça, c'est un autre document qui est le cadre de référence de la compétence numérique. J'aimerais revenir sur le concept des compétences. Si je prends la définition, je ne sais pas si tu as vu la définition dans le programme de formation, sûrement, Jonathan, mais c'est un savoir-agir fondé sur quoi? Sur la mobilisation et l'utilisation efficace d'un ensemble de ressources. Mais c'est quoi ces ressources-là? Il y a des ressources internes. En éducation physique, un élève compétent dans une situation quelconque, mais il devrait mobiliser ses connaissances. Est-ce qu'il connaît les règles de jeu, etc. Il devrait mettre en place des stratégies, les appliquer, mettre en place des savoir-faire moteurs, des savoir-être, persévérer, avoir de l'éthique. Ça, c'est ce qu'on appelle des ressources internes. Par contre, une compétence, c'est beaucoup plus que ça. C'est également un individu qui mobilise ses ressources externes. Mais qu'est-ce qu'on a dans un gymnase, dans un cours en éducation physique pour aider l'élève à mieux apprendre à développer ses compétences en ayant accès facilement à des ressources externes, dont l'équipement, un ballon, un compte, c'est des ressources externes, des documents, des affiches, les personnes, l'enseignant, bien sûr, c'est la principale, mais il y a des élèves, et le numérique. Donc, il faut voir le numérique comme une ressource externe supplémentaire pour aider les élèves à développer leurs compétences, entre autres. Et une autre raison, déjà en 2001, ça fait déjà 20 ans, que dans le programme de formation, qu'il y avait des suggestions pour l'intégration des TIC dans le programme d'EPS au primaire. En fait, on parlait de TIC, mais là, on parle davantage de numérique. Donc, on peut voir qu'à travers les 3 compétences, mais on avait des suggestions déjà à cette époque-là. Bien sûr, ça a évolué. On est 20 ans plus tard, en 2021. Donc, en résumé, Jonathan, je te dirais, par rapport aux encadrements et aux documents officiels, il y a une référence des compétences professionnelles pour tous les enseignants, le concept de compétences, qu'il faut voir le numérique comme une ressource supplémentaire pour aider les élèves, pour aider un individu à développer ses compétences. Et qu'est-ce qu'on lui offre comme ressources externes? Il y a le cadre de la compétence numérique avec ses 12 dimensions. Et déjà en 2001, mais dans le programme de formation, il y avait des suggestions
pour la mobilisation du numérique à travers nos 3 compétences. Donc, Jonathan, ça me fait plaisir. Donc, si jamais tu as d'autres questions, mais n'hésite pas. Hein, j'aime beaucoup collaborer avec toi. Merci. Je te souhaite une bonne fin de journée. Toi aussi. OK, bye-bye. Bye. Bon, merci Joël. C'est quand même assez intéressant d'avoir ce point de vue-là. Donc, pourquoi utiliser le numérique? Bien, on voit que c'est présent dans le programme de formation de l'École québécoise, qu'on a un rôle à jouer comme enseignant pour faire en sorte de développer les compétences numériques des élèves. Et on peut se questionner, puisque c'est déjà présent, mais qu'en est-il de l'utilisation du numérique chez les élèves? Eh bien, sachez qu'au primaire, 77 % d'entre eux possèdent un appareil électronique qui peut envoyer ou recevoir un message texte. Et 12 % d'entre eux vont l'utiliser à l'école au primaire, mais sans la supervision des adultes, donc pendant les récréations ou lorsqu'ils se déplacent pour aller prendre l'autobus le matin. Une fois qu'on est à la maison, cependant, 73 % des jeunes du primaire vont utiliser un appareil électronique pour naviguer sur Internet sans supervision d'un adulte. Lorsqu'on est au secondaire, on est maintenant à 95 % d'entre eux qui possèdent un appareil électronique qui peut envoyer ou recevoir un message texte. Et lorsqu'on a les statistiques à l'école, bien, on remarque que 66 % d'entre eux vont l'utiliser, soit pendant des récréations ou à un moment donné ou à un autre pendant qu'ils sont à l'école, et ça toujours sans la supervision d'un adulte. Et à la maison, on est maintenant à 95 %. Donc, l'utilisation du numérique chez les élèves, il est bien présent. Ça fait en sorte que, peu à peu, en utilisant ces outils, ces appareils, il se crée une identité numérique chez les élèves. Donc, il faut en tenir compte. Il faut considérer l'impact des technologies sur les pratiques sociales des jeunes et sur la construction de leur identité. Ça fait partie d'eux dorénavant. En fait, le monde numérique du jeune occupe un espace central dans sa vie et maintenant, il est mutuellement constitué avec le monde réel. Donc, son identité numérique qu'il va retrouver dans son écran ou à travers celui-ci, bien pour lui, ça a autant d'importance que sa personnalité qu'il a également dans le réel. Ça fait en sorte que nous, on a tendance à croire des fois que notre rôle comme adulte, ça consiste à déconnecter le jeune du monde numérique. Mais faire ça, c'est aller à l'encontre de son identité, de sa personne. Donc, il faut être prudent. Et ça fait en sorte que des fois aussi, on a de la difficulté à se positionner sur notre rôle. On vit des dilemmes, on vit des difficultés sur est-ce que je permets de l'écran, est-ce que je l'utilise dans ma pratique professionnelle, où je me situe par rapport à ça. Parce que c'est irréaliste, considérant l'omniprésence des technologies, ou tout bonnement impensable pour les jeunes d'aujourd'hui qu'on les déconnecte. Pensez à quelques-uns de vos élèves au secondaire là, qui vont trouver leur écran aussitôt qu'ils sont en période libre ou qu'ils sont en récréation. Moi, je pense aux étudiants que je vois quotidiennement à l'université où lorsqu'ils ont une pause, ils sont en train de se déplacer pour utiliser leur écran, mais en fait, ils sont en train de gérer des courriels, sont en train de gérer des travaux d'équipe, sont en train de réserver un espace pour aller jouer au badminton plus tard, sont en train de vivre grâce à la technologie et répondre à quelques tâches. Cette disponibilité, cette accessibilité-là, eh bien, ça nous mène à avoir des doutes qui sont liés à l'usage du numérique. Qu'est-ce qu'on en fait? Bien, Joël, je te pose à nouveau la question. Malgré la place du numérique dans les programmes, puis sa place dans la société qui est de plus en plus importante, peux-tu nous éclairer sur les doutes qui existent en éducation physique et à la santé quant à l'usage du numérique? Salut Jonathan. C'est quand même étrange ou bizarre, du moins tout un addon que tu me poses cette question-là parce que je suis rendu justement dans la section des doutes en EPS en lien avec le numérique. Donc, il y a plusieurs personnes. Oui, effectivement, je me suis promené à travers la province depuis des années. J'ai échangé avec plusieurs personnes. Donc, il y a de moins en moins de doutes par contre, mais on verra tantôt c'est qui ces personnes-là qui ont des doutes. Mais avant de parler de ça, mais en fait, quand je questionne des gens qui ont des doutes, donc ils se questionnent, est-ce vraiment utile le numérique en éducation physique et à la santé? Donc, une tablette numérique, un ordinateur, un dispositif interactif, c'est-tu utile? Mais lorsque j'isole les fonctionnalités du numérique, mais parfois, ça change un peu d'idée. Donc, est-ce qu'un tableau blanc, où on peut écrire plusieurs en même temps, est-ce que ça peut être utile?
hein, un genre de pad où ce qu'on peut élaborer des stratégies, un chronomètre, un tableau de pointage, un, un- un outil pour prendre des traces, des observations, des affiches, des outils de comptabilisation avec des graphiques, un chronomètre, des formulaires pour sonder les élèves. Est-ce que c'est utile? Des outils pour créer des tournois, pour faire des équipes de façon rapide, de façon équitable, même mettre de la musique. Est-ce que filmer, faire de la capture vidéo, est-ce que ça peut être utile? Est-ce que lire des vidéos, présenter des vidéos à l'intérieur d'un cours, ça peut être utile? Mais quand on prend ces éléments-là de façon isolée, mais souvent la réponse est la suivante. Ben oui, ça c'est utile. Et le numérique, c'est encore bien plus que ça. Donc, tu vois, là, quand on parle du numérique, c'est utile, parfois on a des doutes, mais de façon isolée, oui, c'est utile. Ben, c'est qui a ces doutes-là, en fait? Puis les doutes sont très louables. Hein? Donc, ça peut être des directions d'établissement, des directions de ressources informatiques, des ressources matérielles, parce que je suis un récit qui fait affaire avec les ressources matérielles, juste pour la création de boîtes de protection pour les écrans interactifs, par exemple. Il y a peut-être l'équipe école, des techniciens informatiques, des parents, des étudiants, des universitaires. Et des enseignants en éducation physique et à la santé peuvent avoir des doutes sur cette image-là. Ce n'est pas que ces enseignants-là ont des doutes sur le numérique. C'est une image qui représente le doute. Pourquoi ce doute-là? Mais en fait, souvent, c'est par rapport au temps d'écran. Donc, les jeunes sont assis devant les écrans comme ça. C'est pas vrai qu'on va avoir des écrans en éducation physique et à la santé. Par contre, il faut nuancer le temps d'écran de loisirs, hein, des jeux vidéo, etc., versus une ressource externe au service de l'apprentissage des élèves. Donc, c'est deux choses complètement différentes. C'est important de bien différencier ces deux éléments-là. L'autre élément, c'est la perception d'un bon cours en éducation physique et à la santé, c'est quoi? C'est certain, si la perception d'un bon cours, c'est seulement que les élèves bougent, puis ils ont chaud, ben peut-être qu'on n'a pas besoin du numérique pour faire seulement bouger des élèves. Donc, il faut que ça aille au-delà de ça, bien sûr, parce que si on utilise trop le mot « bouger », mais souvent, ça va faire ombrage au mot « apprentissage ». Hein. C'est ça ce qu'elle représente, cette diapositive-là. Donc, l'élève vient apprendre, bien sûr en bougeant, bien sûr dans le plaisir, en étant dans l'action, etc. Donc, la perception d'un bon cours en EPS. L'autre élément, c'est des références à des mauvaises expériences. C'est certain, des fois, on peut vivre de la frustration, hein, on peut vivre de la colère, du découragement, parce que ça ne va pas bien. Mais pourquoi ça ne va pas bien, des fois, avec le numérique? Voici quelques raisons. Mais parfois, c'est parce qu'on manque de connaissances. On ne connaît pas assez les outils. On n'est pas bien organisé. On manque de planification. Internet, c'est long, donc, ou des outils qui sont défaillants. Mais souvent, c'est ce qu'on demande comme tâche aux élèves. Donc, si la tâche est trop complexe pour les élèves, à ce moment-là, c'est sûr que ça ira plus ou moins bien. Donc, adapter nos tâches selon l'expertise de nos élèves, selon leur âge, etc. Donc, en résumé, pourquoi que les gens ont des doutes? Le temps d'écran, à nuancer le temps d'écran, c'est important. Le loisir versus les ressources pour l'apprentissage. La perception d'un beau cours en EPS, qu'est-ce que c'est? Hein? Les frustrations qu'on peut vivre avec le numérique. Il y a bien sûr d'autres raisons pour lesquelles on peut avoir des doutes sur l'utilisation du numérique. Donc, je n'ai pas d'études scientifiques, là, Jonathan, mais je te partage mon expérience au fil des années, puis au fil du temps, puis avec les personnes avec qui j'ai eu la chance, d'échanger. Merci, Joël. Oui? Ah, mais parfait. Fait que merci, à tantôt peut-être. Peut-être. Donc, Joël nous a partagé plusieurs éléments dans sa présentation sur les doutes qui sont liés à l'usage du numérique en EPS. Donc, à propos du temps d'écran, entre autres, sachez qu'au Canada, les jeunes de 11 à 17 ans visionnent un écran durant 7,8 heures par jour en moyenne. Mais attention ici, c'est le temps d'écran total, donc le moment où ils passent du temps devant l'écran. Il n'y a pas une dissociation entre le temps de loisir ou le temps qui pourrait être consacré, par exemple, à des devoirs, qui pourrait être consacré à de la lecture ou qui pourrait être consacré à un jeu éducatif qui lui permet de faire des mathématiques, par exemple. Donc ici, on est en 2011 avec cette référence. Maintenant, lorsqu'on discute de temps d'écran et de temps passé devant celui-ci, on fait une importante dissociation entre le temps total et le temps consacré au loisir. Et la recommandation, en fait, aujourd'hui, en 2021, c'est de tenter de limiter à 2 heures par jour le temps d'écran qui est consacré au loisir. Par exemple, visionner des films, par exemple, jouer à des jeux vidéo, donc ce qui est consacré au loisir.
Et sachez qu'à Montréal, en 2021, eh bien, il y a 28% des jeunes de 12 à 17 ans qui respectent cette recommandation. Donc, il y a plus de 2 tiers des jeunes âgés de 12 à 17 ans qui font plus d'écran que la recommandation le demande. À propos du bon cours en EPS dont Joël parlait, donc cette perception de bouger, avoir chaud, eh bien, il y a beaucoup d'études qui vont, oui, s'intéresser à l'acquisition d'habiletés motrices et à l'évaluation grâce au numérique. Mais il ne faut pas négliger l'aspect social, cognitif et affectif aussi qui fait partie de l'ensemble des habiletés à développer par l'enseignant d'éducation physique. Donc, il y a des études qui mettent en place de magnifiques initiatives, finalement, sur l'utilisation des médias sociaux lors de séquences d'apprentissage. Donc, c'est une possibilité d'engager les élèves, de les amener à socialiser. Donc, c'est un des besoins psychologiques de l'autodétermination, donc d'utiliser le numérique pour arriver à cette fin. Il y a aussi l'utilisation du numérique vers une prise en charge de sa santé. Donc, utiliser par exemple, cardiofréquencemètres pour être en mesure de vérifier quelle est la nature de l'activité physique qu'on est en train de développer. Est-ce qu'elle est faible, modérée, vigoureuse? Donc, d'amener les élèves à prendre conscience de l'activité qu'ils sont en train de réaliser pour plus tard les amener à prendre en charge le type d'activité physique qu'ils vont réaliser. Joël a aussi parlé de mauvaises expériences. On en a tous. Et puis, parfois, on manque de connaissances à propos de l'usage du numérique. On ne sait pas où commencer. Il y a différents stades d'acquisition aussi du numérique et de l'utilisation du numérique. On va commencer par adopter, par exemple, un iPad pour prendre nos notes. Donc là, on fait une adoption d'un outil numérique, mais il n'y a pas réellement une plus-value entre cet outil-là et le cahier de notes qu'on utilisait. Ensuite, on va peut-être arriver à substituer notre outil numérique pour avoir une plus-value. Si, par exemple, je prends des notes d'évaluation des élèves qui sont dans la classe, mais là, j'ai un iPad, je peux ajouter une photo et ensuite la commenter. Donc ça, je n'aurais pas pu faire ça avec mon cahier de notes. Donc là, il y a une plus-value à utiliser notre outil numérique. Si ça vous intéresse et vous ne savez pas où commencer, vous avez eu des mauvaises expériences, je vous invite vraiment à contacter le Récit, puisque c'est dans leur mandat d'assurer le développement professionnel continu sur l'intégration du numérique. Et Joël et son équipe, en fait, ils sont directement dans les déterminants de la motivation des enseignants en contexte de développement professionnel continu lié à l'intégration des technologies. L'étude que je place juste ici, en fait, ils ne le savent pas, mais ils sont vraiment, ou peut-être qu'ils le savent en fait, mais ils sont vraiment au bon endroit pour vous accompagner. C'est de l'accompagnement qui est plutôt personnalisé et qui vous permettra, peu importe votre niveau et votre degré d'aisance avec le numérique, de progresser. Mais en parlant de motivation, justement, ça serait intéressant à savoir quel est l'effet motivationnel, justement, du numérique sur l'apprentissage des élèves. On pose souvent la question. Puis, en fait, là, j'ai envie de la poser à Joël également. Donc, dis-moi, Joël, est-ce que le numérique, ça motive les élèves? C'est une très bonne question, Jonathan. En fait, je l'entends souvent, celle-là. Hey, Joël, c'est vrai que le numérique, ça motive? C'est vrai que les élèves apprennent mieux en éducation physique? Mais en fait, ce n'est pas le numérique nécessairement qui a un impact, c'est ce qu'on fait avec. De là, l'importance d'avoir des utilisations qui sont bien planifiées, surtout bien réfléchies. Parce que ce qu'on fait avec, mais ça pourrait faire le contraire. Hein? Ça pourrait diminuer la motivation des élèves, ça pourrait diminuer les apprentissages. Donc, de là, l'importance de bonne utilisation. Ces utilisations-là, ils devraient tenir compte de certains éléments, dont les besoins psychologiques de base et universels. Je vais faire un lien avec le projet Motivé pour apprendre, hein, une collaboration qu'on a eu le Récit avec la FEPEC, où on parle du besoin de compétences, d'autonomie, d'appartenance. Je peux vous donner un exemple très concret. J'utilise la capture vidéo pour que l'élève se voie agir dans le but de réguler. En fait, si la capture vidéo sert seulement à nommer des éléments que l'élève ne maîtrise pas, que c'est seulement pour lui expliquer un résultat qui est négatif, mais je ne crois pas que son besoin de compétences soit soutenu à ce moment-là. Donc, il y a sûrement des stratégies plus efficaces, comme le besoin d'autonomie.
Si le numérique, on rend des vidéos, des ressources disponibles que l'élève peut aller consulter au moment opportun, même avec la tablette à l'endroit désiré, où il y aurait différents choix à faire pour une production quelconque, mais peut-être que le numérique, à ce moment-là, pourrait soutenir son besoin d'autonomie. Le besoin d'appartenance, pas parce que je fais des équipes avec une application numérique qui fait des équipes de façon rapide et efficace, et même si les équipes seraient faites de façon équitable, en sélectionnant avec les différentes options, ce qui fait en sorte que l'élève se sente plus inclus dans son équipe s'il y a des commentaires désobligeants ou du non-verbal qui fait en sorte que l'élève ne se sente pas inclus. Mais même si on le fait avec le numérique, mais il faut avoir des stratégies autour de l'utilisation qui vont faire en sorte que ça va soutenir les différents besoins des élèves. Les utilisations devraient tenir compte des encadrements ministériels. Donc, ce qu'on fait avec, est-ce que c'est en lien avec le programme de formation? Est-ce que ça l'aide l'élève à progresser dans ses apprentissages, en lien avec la progression des apprentissages, du contenu qui est réparti à travers le cycle? Ça donne une idée. Un élève de 4e année devrait apprendre quoi à peu près, devrait être rendu à peu près où? Est-ce que ça a un lien avec le cadre d'évaluation des apprentissages? Est-ce que ce qu'on fait avec, ça l'aide l'élève ou ça pourrait l'aider à mieux sélectionner des actions? Est-ce que ça pourrait faire en sorte qu'il planifie mieux avec les autres, etc.? Est-ce qu'il pourrait être meilleur dans son retour réflexif, dans son exécution? Donc, ça devrait tenir compte de ces éléments-là. Autre chose, un élément important, est-ce que l'utilisation a une cible pédagogique? En fait, voici quelques exemples, des intentions, des actes pédagogiques. Donc, peut-être que ça pourrait être pour présenter un élément déclencheur, pour susciter l'intérêt des élèves dans une nouvelle activité, d'activer les connaissances de nos élèves pour mieux orienter notre enseignement, ce qu'on va faire. Est-ce que ça pourrait être présenter un repère culturel dans le but que nos élèves connaissent mieux la dimension de la culture? Ça vient de où, l'activité? Pourquoi les performances se sont améliorées? Est-ce que c'est pour vérifier les connaissances des élèves? Est-ce que c'est pour les aider à mieux comprendre des concepts, à mieux planifier des stratégies, à différencier notre contenu, à offrir un support visuel? Est-ce que ça l'aide l'élève à s'ajuster, à mieux réguler, à comptabiliser des observations en situation de jeu, par exemple? Est-ce que ça facilite la prise de traces de l'enseignant, etc.? Donc, les utilisations doivent avoir, oui, j'ai bien dit, doivent avoir une cible qui est pédagogique. En fait, les utilisations devraient tenir compte des besoins des élèves, des encadrements ministériels et avoir des intentions, avoir une cible. Et si ça s'est mis en place, mais en fait, c'est là que le numérique va prendre toute sa place comme ressource externe pour varier et bonifier les stratégies d'enseignement et bien sûr pour aider les élèves à mieux apprendre. Donc, j'espère que, Jonathan, j'ai répondu un petit peu à tes questions en donnant quelques exemples, mais comme je te dis, ce n'est pas nécessairement des études scientifiques, mais c'est davantage basé sur de l'expérience à travers le temps. Merci beaucoup, Joël. Donc, au plaisir de collaborer avec toi, puis n'hésite pas s'il y a d'autres choses, je suis disponible. Excellent. Okay, bye bye. Bonne journée. Donc, encore une fois, très pertinent. Ce qu'on retient des propos de Joël, en fait, c'est que l'intervention éducative efficace demeure, malgré l'avènement du numérique. C'est-à-dire que l'enseignant est là pour donner des rétroactions. C'est ce qui a le plus d'incidence sur l'apprentissage des élèves. Ensuite, il est là pour construire des séances qui sont intéressantes, qui vont amener les élèves à se dépasser, de demeurer dans leur zone de délicieuse incertitude, à éprouver du plaisir à pratiquer de l'activité physique et à s'engager dans les différentes activités. Il va être là aussi pour faire en sorte que le temps d'engagement moteur soit optimal, sans oublier le temps d'engagement cognitif. Il va être là pour élaborer des équipes qui vont prendre en compte les différentes habiletés des élèves pour qu'elles soient inclusives, pour que ceux-ci puissent participer, socialiser, se créer un groupe d'appartenance par l'éducation physique pour qu'ils puissent, ultimement, développer tellement d'intérêt dans cette discipline-là avec un groupe qui va lui plaire, qui va continuer à en faire. Et moi, j'ai envie de vous parler maintenant d'intervention pédago-numérique efficace. Dans les propos de Joël, c'est bien nuancé. Okay? La pédagogie vient avant le numérique. Donc, une fois qu'on a mis en place ces situations-là et qu'on tient compte de l'intervention éducative efficace, est-ce que le numérique a sa place? Est-ce que le numérique peut venir enrichir d'une quelconque façon l'expérience vécue par l'élève pour favoriser
c'est le développement de ses compétences, pour favoriser le développement de ses habiletés? Est-ce qu'il peut venir aussi enrichir les stratégies, les modalités pédagogiques de l'enseignant qui va utiliser le numérique comparativement à sans numérique? En somme, on a encore beaucoup de questions. Puis, il y a beaucoup de recherches qui se fait actuellement sur l'utilisation du numérique. C'est quelque chose qui nous préoccupe grandement. Et c'est à cause de cette préoccupation que, à l'Université Laval, j'ai créé le laboratoire sur l'usage du numérique en éducation physique et sportive, qui va nous amener à pouvoir répondre en collaboration avec d'autres universités, en collaboration notamment avec la chaire Kino-Québec qui se trouve à l'Université de Sherbrooke, à différentes questions qui sont liées à l'usage du numérique parce que ça nous intéresse. Et on va pouvoir le faire dans des situations réelles auprès d'élèves et d'enseignants pour faire en sorte de peut-être mettre en place différentes stratégies pédago-numériques qui pourraient avoir de l'impact ou une incidence sur le développement de compétences, sur le développement de différentes habiletés psychomotrices ou sociomotrices, cognitives, affectives ou sociales. Et ce laboratoire-là, en fait, il est venu d'un constat qui apparaît ici. En fait, puisqu'on ne peut pas changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles. Le numérique fait partie maintenant de notre société, de notre vie au 21e siècle. En 2021, avec la pandémie qui a été un accélérateur, on ne peut plus vraiment s'en passer. Donc, comme professionnel de l'enseignement de l'éducation physique, on doit se positionner, on doit se questionner. Il y a des enjeux de taille qui sont liés à l'utilisation du numérique. Et il faut faire en sorte de développer les compétences numériques des élèves pour qu'ils puissent devenir des personnes adultes qui vont en faire un usage qui sera critique, qui sera judicieux et qui sera adapté à leurs compétences qu'on aura développées auparavant avec eux pour qu'ils réussissent à faire de l'activité physique ultimement. Donc, à nous de mettre en place une intervention pédago-numérique efficace. Avant de vous quitter, sur ce mot de la fin, je veux sincèrement remercier Joël et l'équipe du Récit pour avoir contribué à cette présentation. Je veux aussi remercier Gérard Fortier du Centre de services et de ressources technopédagogiques ici à l'Université Laval qui m'a permis de présenter dans ce studio extraordinaire. Et merci aussi à M. Didier Paclin, qui est professeur ici à l'Université Laval, pour ses judicieux conseils. C'est grâce à lui notamment que vous n'entendez pas des bruits de pas quand je marche parce que je suis nu bas. Donc, je vous invite à venir me rejoindre dans la salle qui est connectée pour que je puisse répondre à vos questions, entendre vos commentaires puis contribuer à vos réflexions. Sur ce, je vous souhaite également un extraordinaire congrès de la FEPEC de 2021. C'est la première fois que je le fais, mais je vais pouvoir signer ma présentation. Donc voilà, c'est fait. Bonne journée.